Bonjour à tous et bienvenue sur ce Café Débat. Aujourd'hui, le thème qui m'est venu en fait avec nos dernières interventions, notamment sur le fanservice, c'est la sexualité dans les animés et son influence sur la communauté. On peut accueillir quelques personnes plus ou moins d'expérience par rapport à ça et qui vont au moins donner leur avis. Alors on a déjà Exal, bonjour à toi. Akage, bonjour à toi, qui a d'ailleurs fait déjà un voyage au Japon, donc qui connaît pas mal la culture locale. Voilà, je suis parti un an en PVT. Ok. On a Renan avec nous, qui est notamment... Bonjour là. Oui, qui est notamment un artiste, je vous mettrai sa chaîne dans les liens. Ah, au passage, Akage aussi, alors c'est sa chaîne, elle est vraiment super sympa, et son avatar, mais un peu familier. Plus centré sur de dessin, voilà, live art, voilà, vite, pour être rapide. Et j'aime beaucoup ton format sur le graphisme, qui est vraiment pour moi une petite pépite, enfin c'est pas un truc qu'on trouve souvent sur YouTube, donc ça rafraîchit pas mal. Red, aussi, bonjour à toi, merci de ta présence, merci de votre présence à tous, et aussi Kedidia, qui est parmi nous, bonjour. Bonjour. Alors j'ai une petite chaîne gaming, mais je l'ai mise en total stand-by. Alors, objectif, on prend son temps, on se détend, café, thé, chocolat chaud, comme vous voulez. Et je vais vous le dire honnêtement, même si ça peut être plus long comme plus court, pour les prochaines heures, on va simplement déballer tout ce qu'on sait et tout ce qu'on pense par rapport à, ici, ce thème qui est l'influence de la sexualité sur les animés et de l'animé sur la sexualité. Quand on va parler sexualité, forcément, ne vous inquiétez pas, on va pas forcément parler d'œuvres érotiques. Ça va comprendre évidemment les cas de romance qui sont présents, parce que là aussi, on retrouve des patterns assez omniprésents. Pour commencer, abordons doucement le sujet. Qu'est-ce que c'est pour vous le schéma classique du hentai? Oh là là, le schéma classique du hentai. Des nichons. Non, y a pas que ça. Ils essayent toujours de créer une sorte d'histoire dès le début en 2-3 pages. Pour raconter, pour expliquer au moins les personnages. Et après, dès la 4e ou 5e page, bim, dessus dans le sujet, gros lolo, gros nibar. Je suis déjà tombé sur des hentai où j'ai réellement trouvé le scénario super intéressant. C'est vrai. Oui. À côté. Vraiment. À côté, tu dis, mais non, mais en fait, c'est trop bien. C'est juste une réalisation en dessin d'un fantasme qu'ils ont tout simplement de leur sexualité, quoi. C'est justement à chaque fois ça va être des filles colorées, alors que normalement au Japon, dans les écoles japonaises, il me semble que c'est interdit. Exact. Et effectivement au niveau de la physionomie, ça va être souvent des gros seins, des scènes assez olé olé, alors que au Japon ils sont assez stricts à ce niveau-là. Et je pense que effectivement c'est un espèce de fantasme. Oui, c'est une manière d'explorer des horizons nouveaux, on va dire. Lego ou pas d'ailleurs, mais bon. On y viendra évidemment. Mais j'y vois comme une surabondance excessive et peut-être un peu grotesque par justement tout ce, sans mauvais jeu de mots, bridage au quotidien. Oh là là, on se parle à peine, s'effleurer la main, c'est déjà beaucoup. Et à côté de ça, on regarde des fictions où ça fait l'hélicoptère moldave dans le local des tatamis, quoi. Tout en repeignant le parquet de cyprès. Je dirais que ce cliché-là est surtout vrai quand les personnages sont très jeunes et qu'on est dans un contexte scolaire. Oui. Parce que le côté timide de la sexualité est pas vrai du tout quand t'es dans un monde adulte. Je pense qu'il faut différencier ça. C'est vrai. Je pense que c'est très bridé, très modéré dans la réalité, par exemple au lycée, mais que ça va être beaucoup plus exagéré en hentai. Mais par contre, quand tu dis le cliché du personnage qui se touche à peine la main, qui sont tout timides, même dans je parle des vrais japonais de la vie, c'est pas vrai en fait. Enfin, quand ils sont adultes, je dis pas. Comme nous, finalement, on va être beaucoup plus timide sur nous-mêmes, sur notre sexualité quand on est ado que quand on est adulte. J'entends bien. Par contre, le truc c'est que j'aurais voulu aborder ça dans une autre occasion, mais on est d'accord que le manga, c'est ça qui lui colle à la peau avec cette image de cartoon pour enfants, à l'origine est quand même, enfin à l'origine depuis longtemps, est majoritairement tourné vers les adolescents, vers les étudiants. C'est pour ça qu'il y a cette redondance assez insupportable de l'écolier. Du coup, finalement, la sexualité mature est assez, je vais pas dire rare, mais assez peu commune dans les thèmes abordés. En tout cas, quand on parle de manga et d'anime, dans la romance et l'érotisme japonais, c'est très commun. Il y a même un fétiche autour de la femme mature, la femme au foyer. Mais le fait qu'on soit sur une surreprésentation de l'écolier, combiné à l'hypersexualisation, à thème ou non de ce sujet-là, est-ce que c'est pas quelque chose qui entraînerait une certaine forme de déviance, de débridage, ou de débordement, si j'ose dire? Bah après, moi j'ai déjà donné mon avis là-dessus, et oui, je te rejoins là-dessus, enfin.
sur cette opinion. Effectivement, pour moi, c'est une sorte de démonstration de tout ce qu'ils ont dans leur tête. Bon, après, ça dépend qui, bien sûr, mais je dis pas que tous les Japonais sont comme ça, mais c'est vrai que voilà, la plupart ont un côté un peu pervers et ils essaient justement de le dessiner. Moi, je dirais que dans des cas très très rares, des fois, je pense que c'est purement parodique. Genre, c'est exagéré puissance 1000, mais c'est le but, je pense. Mais c'est rare. J'ai même pas d'exemple forcément à donner, mais je pense que dans certains cas, c'est purement parodique, l'exagération, tu vois. Un peu comme Gurren Lagann, qui serait une parodie de lui-même du genre mecha, tu vois, avec des mégas toujours plus grands, bah... T'aurais pareil, quoi. Juste par rapport au fait que les étudiants soient surreprésentés, je suis pas trop d'accord dans le sens où c'est quand même la cible privilégiée, donc je trouve pas que ce soit représenté à l'excès les étudiants, puisque c'est pour eux la plupart du temps que les BD sont dessinés. Faut savoir aussi qu'au Japon, t'as une centaine d'œuvres qui sortent chaque jour. Nous, finalement, on ne voit que les œuvres qui sont passées en Europe. C'est vrai, fait bien de le souligner. C'est des schémas financiers, mais qui finalement se retrouvent sur un public culturel, là où on va plus être sur les jeunes adultes aux États-Unis, on va plus être sur un format jeune adolescent au Japon. Ça répond quand même pas mal à la question. À côté de ça, je repense en effet à cette parfois banalisation qui se fait autour de ce qui, dans le cadre légal et moral, se nomme de la déviance. C'est quelque chose qui n'est pas dans les normes de la société. Qui n'est pas classique. Ouais, qui n'est pas classique. Ça peut être légal, mais ce n'est pas moral. Voilà, faire la différence. T'as des déviances qui sont légales et pas morales. Et voilà. C'est quelque chose qui La sort des morale, normes. de toute façon, c'est dans les normes de la société. Personne n'est pas forcément considérée comme telle pour d'autres, je pense aussi. Ouais, parce que on n'a pas la même morale. Qu'il y ait une définition qui ne soit pas liée à la morale d'un pays, j'ai envie de te dire que la déviance, c'est une pratique qui risque de faire du mal, que ce soit physique ou moral en fait. Genre même le BDSM, tant que c'est bien fait, avec des adultes consentants, conscients, ça peut être bien fait, et les gens n'ont pas à souffrir de ça, ni physiquement, ni moralement en fait. Alors que c'est du BDSM et que ça pourrait être traité de déviance. Mais à partir du moment où ça dérape, c'est de la déviance. C'est intéressant en effet. Pour vous, est-ce que l'apport de la sexualité par les œuvres japonaises aurait tendance à faciliter, à presque légitimer certaines déviances ? Alors, je voulais justement en parler par rapport à ce que Red disait sur cette œuvre avec un travesti. Je me disais que, effectivement, quand je pense porno américain, je pense à la blonde à forte poitrine qui te sert des bières à Hooters, quoi. C'est vraiment la meuf de calendrier. Et quand on commence à dire sexualité japonaise, là, j'ai un florilège de trucs qui partent dans tous les sens, entre loli, fury, ce truc avec un mec travesti, les trappes, enfin, ça part vraiment dans tous les sens. Il n'y a pas un archétype de la sexualité représentée dans les mangas, dans les animés. Ça part vraiment dans un panel énorme. Ça rejoint ta question sur est-ce que ça légitime pas jusqu'aux déviances. Un travesti, il vit sa vie, tu vois, ça va. Mais là, on commence à tomber sur Fury, sur le coup, ça devient limite. Ouais, parce qu'en fait, le monde de Fury n'est pas vraiment accepté pour le moment, où il est considéré comme cringe. Je trouve le porno japonais très créatif, même tout ce qu'on peut lui reprocher. On va dire qu'il y a une certaine tolérance et créativité à un horizon très large, qu'on n'a pas par exemple dans le porno américain par exemple. C'est vrai, si, si on devait sortir un argument positif dans le porno japonais, je donnerais celui-là, tu vois. Tout à fait. Et Kedidia a soulevé un point tout à l'heure qui répond en partie à ma question, c'est que là où dans le porno américain, dans l'apport de la sexualité américaine, on est souvent sur le même archétype, la sexualité japonaise est assez variée pour, dans ses mauvais côtés, tomber dans la déviance. Justement, est-ce que je reviens dessus, est-ce que cette déviance n'est pas parfois surreprésentée et trop facilement accessible à un jeune public, d'autant plus avec une communauté toujours plus connectée à Internet, qui va l'assimiler, en faciliter l'assimilation à son imaginaire collectif. Shotacon, Loli, etc. Ça c'est permis, alors on peut glisser là-dessus. Alors, pour revenir au sujet, est-ce que la sexualité japonaise et parfois certains sujets douteux qui sont portés avec, ne porteraient pas ombrage finalement à certains points comme la vision du corps féminin ou la morale dans certains cas ? Pour moi, tout ça, ça fait partie des mœurs de la société en quelque sorte.
Je pense pas qu'ils aient tellement apporté une culture par rapport à ça. Pour moi, c'est quelque chose qui existait déjà, mais les jeunes aiment beaucoup le Japon et vont voir beaucoup d'œuvres culturelles japonaises et tout ça. Et c'est vrai qu'à partir de là, effectivement, il y a des choses qui vont se développer par rapport à ce qu'ils avaient en eux. Effectivement, le Fury, pour moi, c'est quelque chose qui, de base, devait certainement bien exister avant, sauf que ça n'a pas été forcément imagé. Pour moi, c'est les Japonais qui ont imaginé ça, et ça a été rapporté dans tous les pays, enfin voilà quoi, de façon culturelle. Mais après, je sais pas si je peux tellement voir ça comme une perversion du Japon qui a été apportée en France, je pense pas. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui existait déjà. Est-ce qu'elle l'aurait pas exacerbé alors ? Est-ce qu'elle l'aurait pas encouragé ? Exacerbé, oui, c'est possible. C'est possible, effectivement. Il y a pas mal, de toute façon, de créateurs en France qui vont essayer de reproduire du Fury et des choses qu'ils ont déjà vues venant du Japon. Mais oui, voilà, effectivement, comme tu le dis, pour moi, c'est quelque chose qui a été exacerbé par rapport à ce qu'ils ont en eux. Que les personnes. Le public cible, il existait déjà. Juste peut-être, il n'osait pas trop s'afficher. C'est ça, c'est une sorte de coup de pouce en quelque sorte. Et sur Twitter, il y a pas mal de communautés, soit de n'importe quelle défiance, les Fury et tant d'autres choses. Je vais pas faire la liste. Mais bon, ces communautés se confortent et c'est comme ça qu'elles arrivent à perdurer. Et je sais pas quoi dire de plus là-dessus. C'est vrai que bon, dans le domaine du légal, c'est un petit peu limite par moment. Mais bon. C'est comme ça, hein, la loi fait pas tout et... Non, en plus on n'a pas les mêmes lois dans ce genre de choses. Oui, c'est ça, oui. Alors, justement, je vais creuser un peu le sujet, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai lu quelques documents à ce sujet-là qui expliqueraient cette facilité, parce que je suis pas d'accord dans le sens où certaines personnes vont dire si ça se vend, c'est que ça s'achète, donc ça mérite d'exister, enfin voilà, c'est à ce rythme-là, tu peux tout légitimer. Et la drogue aussi, ça se vend et ça s'achète. Voilà, et à ce rythme-là, des gamins sur le dark web, etc. Enfin voilà. Akage, c'est à Akihabara où tu retrouves les grands quartiers de manga, où tu rentres des sections Loli, Shota, etc. dans certains. À un moment on en parle, on prendra du temps de tous les trucs qu'on peut trouver, toute la diversité qu'on peut trouver dans ces magasins-là. Je sais voler, je pourrais en parler à un moment. On va dire, par conscience professionnelle, je suis allé voir. Alors, je dirais juste de manière générale, je dirais que après il y a des trucs qui nous vont nous choquer, mais que eux, ça va pas forcément être choquant. Je pense qu'en fait, par exemple, même si c'est plus le cas depuis qu'il y a eu les fameux JO de Covid de Tokyo, c'est qu'il y a eu l'histoire des combini là, avec, tu sais, il y avait les couvertures avec des filles dénudées dans les combini et qu'on disait, on va les enlever pour les JO pour pas choquer les touristes occidentaux. Mais en fait, avant, je veux dire, les enfants japonais, ils les voyaient et puis je pense qu'ils s'en moquaient un peu. Enfin, j'ai pas l'impression que ça les ait. Je pense qu'il y a des images que les enfants japonais vont être confrontés plus vite et plus en quantité et que ça va paraître, on va dire, normal, pas forcément choquant, mais banalisé. Que ça va l'être d'un point de vue banalisé, alors que ça va être choquant d'un point de vue occidental. Tu vas dans la rue, des fois tu vas dans certains quartiers, je diverge un peu mais ça rejoint, tu peux trouver des prix pour n'importe quoi, hein. Genre tu vas dans la rue, tu vas dire ouais 9000 yens, pendant 1h30 tu fais ça, pendant machin, toi c'est banalisé, alors que les relations tarifées comme ça dans la rue. Ouais, la prostitution, les prix sont affichés dans la rue, quoi. Alors forcément après ils vont utiliser des mots un peu dérivés, voilà. J'avais lu quelque part, pardon de le dire, si la pédophilie est toujours aussi courante dans une culture aussi actuelle, c'est parce que la féodalité a été très longue par chez eux, et le mariage arrangé qui pouvait s'organiser par exemple avec ou auprès d'enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ton avis, se tiendrait ? Alors moi je dirais que ça existe aussi chez nous, hein. Tu sais, à l'époque du Moyen-Âge, t'avais à 12 ans, elles étaient mariées de force à des rois, à des machins aussi. C'est exactement ce que je dis, c'est exactement ce que je dis, parce que je parle là en termes de période féodale. Je dis juste que c'est une pratique propre, souvent plus propre à la période féodale, mais que cette période chez eux a été plus longue et que c'est terminé, elle est plus récente encore, donc c'est quelque chose qui est probablement encore dans la culture à cause de ça. Le mariage arrangé existe encore, hein. Beaucoup moins avant qu'avant, mais il est encore très présent. Ça je sais, mais je voudrais pas tomber dans les sujets polémiques parce que j'ai bien quelques idées sur les pays où ça se pratique encore. Ouais, mais après on peut avoir aussi des mariages arrangés entre jeunes adultes, hein. Ouais, moi aujourd'hui au Japon, le mariage arrangé ça va être plus je vais appeler ça la bourgeoisie japonaise, tu vois, genre les clans, la bonne famille. Je dis gros cliché quoi, t'as genre je sais pas le fils du PDG
de Toyota qui va se marier avec la fille d'une PDG d'une grosse boîte qui ont de la thune. Enfin, ça se fait beaucoup encore ce genre de mariage-là. Des familles de ce mais après, Des majeur, rencontres. Je vois l'idée. Mais est-ce finalement il n'y a pas une aisance, une accoutumance à une vision de la sexualité de l'enfant dans le fait que c'était quelque chose qui était encore récemment vu dans la période féodale qui les accompagnait, puisque dans les mariages arrangés, il était aussi question de marier et de compter sur l'accouplement avec d'enfants. Ce choix de mots me dégoûte. Ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas du tout. Ça me rappelle l'œuvre Masamune no Revenge, où ça part dans le même contexte. Où c'est des PDG ou des gens de grosses familles qui ont des gosses, ils ont à peine 3 ou 4 ans et qui leur disent plus tard vous vous marierez. Mais après quand tu parles, je voudrais faire juste un petit hors sujet, lorsque tu parles des lolicones, d'accord, de tout ce qui est par pédophilie. Oui. Mais t'as des œuvres où tu vois la personnage, c'est vraiment une gamine et tout ça, oh là là, elle a des relations et tout ça. Et t'apprends juste vers la fin, après les rapports, elle fait « Mais j'ai 34 ans », alors que tu te dis « Waouh, attends, il y a... » Alors, il y a plein de façons, parce que le fétiche, souvent, la plupart du temps, va se baser sur un contexte, une apparence physique. Donc, on peut trouver ensuite tous les artifices pour faire des saltos là-dessus. Par exemple, j'ai lu quelques œuvres de yaoi, il y en avait une où un jeune homme était en deuil à l'aéroport parce qu'il venait d'apprendre que son amant était mort dans un crash d'avion, et là c'est un gamin qui vient le rejoindre et qui lui dit « Non mais t'en fais pas, je suis la réincarnation de ton petit ami », et ils partent ensemble la main dans la main. Je sais pas si t'as prévu d'en parler, ça, Bexas, de l'histoire de tous les artifices, tu sais, pour légitimer le pédo en mode ouais, elle a l'air d'avoir une gamine, mais en fait c'est une elfe qui a 1000 ans, tu sais, tous ces genres de... Ou alors, une œuvre que tout le monde a connue grâce à l'épisode 1, qui est BNP. Ah, la fameuse banque, merci. Ça fait penser, il y en a un que je connais de nom, mais qui me dégoûte sur le principe, je sais plus le nom, peut-être l'un d'entre vous, un expert parmi vous le saura. Et je sais qu'il y avait un animé pédo extrêmement malsain, où c'était une gamine, je crois, de maternelle, qui draguait son prof, là. Mais je sais plus où. De primaire. Wow. South Park. Ça... Nice. Oh, attends, tu veux dire une élève qui chauffe son professeur, c'est ça? Ce principe, c'est genre la gamine, elle doit avoir, je sais pas, je dis au pif, genre 6 ans, un truc comme ça. Et l'œuvre, genre ouvertement, elle drague son prof, quoi. Et j'avais dû voir ça sur la liste des pires hentai, trucs comme ça, tu vois, mais je sais plus le titre. Je crois que je vais faire mes recherches de mon côté en caché. En mode... Mais non, mais je sais, je vais taper des mots-clés, genre... Il va y avoir des flics chez toi, tu vas pas savoir pourquoi. Surtout qu'on est en live, hein. Il y a du monde, ils vont se dire non mais il m'intrigue maintenant l'animal. Non, par contre, tu vois, on parlait d'œuvres comme ça qui sont limite. Non, mais là, c'est pas limite du tout, c'est carrément illégal. Faut pas le faire. Juste, c'est malsain, quoi. Ouais, c'est malsain. Après, le truc du côté un peu... voilà, Boku no Pico, le premier épisode, ça va de suite dans le trap pédophile, quoi. Je crois que j'ai retrouvé... Ah, ça y est, je l'ai retrouvé, le titre. Putain. C'est Kodomo no Jikan. C'est pas... Eh bien, figure-toi que je suis ravi de ne pas le savoir. Ah, mais je le place pire que Boku no Pico, je pense. Mais largement. Oui. Ah oui, quand même. Oui, parce que entre un truc qui fait un peu genre machin et l'autre qui est totalement illégal, ben voilà. Ouais, c'est ça. Parce que ensuite, le truc de Boku no Pico, le premier épisode, d'accord, où c'était très pédophile, ça avait fait une polémique. Ils se sont rattrapés avec le deuxième et le troisième, où, tu vois, après, à partir du troisième, où il y a du travestisme. J'ai du mal à c'est pas mal poussé par le domaine par ce qu'on appelle la misère sexuelle. Il peut y avoir de la misère sexuelle, notamment masculine, surtout masculine en général. Ouais, il y a une œuvre comme ça où c'est... Tu commences à être un peu trop cultivé, toi, c'est flippant. et là, je suis très cultivé hentai, j'ai beaucoup de hentai papier en plus dans une boîte, quoi. On a bien fait de l'inviter. Une quarantaine... Dans un bunker dans le jardin. Entre 40 ou 60, mais... Et... le truc, c'est qu'il y a une œuvre comme ça aussi où je pense que c'est
pas vraiment un côté figurine, mais c'est plus le côté, tu sais, merde, comment on appelle ça, le terme un peu, tu sais, gigantesque. C'est-à-dire que toi, t'es humain et t'as une personne genre un Minimoys, quoi, tu vois, et t'as une relation qui se développe. Ou alors gigantesque, Gigantique, je crois qu'il y a une meuf qui s'appelle Gigantique, où t'as un humain, il tombe amoureux d'une femme géante. Seven Deadly Sins. Avec des titans version porno. Le géant vert. Ouais, voilà, un peu comme Seven Deadly Sins, mais il y en a un autre qui va être plus poussé. Pardon, mais le géant vert m'a tué, genre, oh là là, en voilà un beau concombre. La blague est valide. Ouais, et t'as le lapin casse-grain qui passe par là. Voilà, quoi. Non. On avait dit pas Fury. Ah, mais il pourrait mélanger les genres aussi, hein. Il pourrait faire des furies géants, bref. Oh mon dieu, et ensuite tu commences à tomber dans toutes les sections, comme les couches culottes, les vors, putain les vors. Les guros. Le guro c'est culturellement intéressant, mais oui. Pardon ? Mais que ça, va orienter un peu le débat si on voulait en parler des doujinshi, le côté amateur, et tout que les gens qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois, voilà, c'était juste... Ah ouais, d'accord, alors je finis de me faire engueuler par Red et je reviens. Vas-y, Red, tu disais... Non mais... je sais même plus de quoi je voulais t'engueuler, mais bon. Ouais, le guro c'est dégueulasse. Ah oui, le guro c'est dégueulasse, mais c'est très vieux. Et en fait, il y a tout un contexte artistique autour, avec des vieilles estampes et tout. Enfin, je trouvais ça... hyper bizarre, mais enfin c'est l'une de ces choses qui fait que la culture japonaise peut être très bizarre, parfois dérangeante, mais super intéressante. Oui, parce que ce genre de choses ça me dérange, hein. Je suis désolé de... C'est légitime, c'est légitime. Le guro, t'as deux styles de guro. T'as le guro où ça va tuer la personne, et t'as le guro où ça va le mettre en soumission d'esclave. C'est-à-dire que on va l'amputer de tous les membres, donc les jambes et les bras. On va lui greffer une genre de... on va dire quoi, une attache. Et en fait, on va l'accrocher à des chaînes et ça va faire être désolé de dire le terme, ça va être de l'utiliser en tant que sac à foutre, quoi. Oui, je vois l'idée. Alors, le guro, pour ceux qui connaissent pas, en effet, c'est... bon, vous l'aurez compris peut-être, l'abréviation pour l'utilisation du mot gore. On est sur une version brutale et violente. Mais je pensais pas à ce guro-là, vu que la culture érotique japonaise est quand même... beaucoup plus ancienne, enfin beaucoup plus travaillée, en tout cas que l'occidental, et il était courant de croiser horreur et érotique dans certaines œuvres. C'est estampes qu'il appelait, je crois, déjà, il y a quelques siècles. Hein. Ouais, dans les estampes, par exemple, je me souviens d'une où il y a un mec attaché qui est en train de voir sa femme se faire violer par un homme invisible, ou une meuf qui se fait faire un cunilingus alors qu'elle n'a pas de peau de membre, en fait elle a des jambes en os. Enfin, bon, des trucs un peu... Ça arrive à être bien fait mais dérangeant, tu vois. Mais dans les œuvres, il y en a pas mal dans Berserk. Ouais, mais t'en as un autre qui est plus poussé dans ce style-là, qui est horreur, démon et un peu sanglant, ou voilà, à la limite du guro. Bon, peut-être que tout le monde va connaître, c'est Bible Black. Oui, ensuite, quand on tombe dans les bails comme Bible Black, là, ouais, c'est... Là, on commence à... Il y a Bible Black, il y a Euphoria aussi, qui est dans le même contexte. Toi, tu repousses Euphoria, c'est bon, on a fait le tour. Déjà, à Bible Black, on était assez loin. On revient un peu en arrière. Je sais pas si t'as lu dans le chat, avec Krakot, qui, elle dit en commentaire que son père, oui, il me l'avait montré. Un livre d'héros gros justement où tu voyais un livre artistique où ça mélangeait le porno et le macabre et qui est perturbant mais qui est en un sens c'est un peu bizarre mais qui est joli mais qui est cringe à la fois. Je sais pas. C'est ça dont je parlais tout à l'heure, tout à fait. C'est cet art du glauque érotique qui est quand même à la fois dérangeant et fascinant. Que ça soit pour le gore ou tout autre type de déviance, forcément, d'un point de vue japonais, vu qu'il y a un public, il y a forcément une production qui s'y fait, et une mise en avant dans les magasins. Je veux pas dire qu'il y a forcément des pubs qui passent à la télé pour, par contre, c'est ultra facile de trouver de façon légitime et de façon légale pour ce type de produit. Et même sans faire exprès. On va citer l'exemple connu de DeviantArt, d'ailleurs on se demande si le nom n'est pas fait exprès. J'y pense à chaque fois, ouais. Mais toi, par moi, j'ai donné un exemple. Tu vois, moi, je suis un fan de Pokémon et ça m'emmerde. Aïe. D'avoir que sans faire exprès, juste tu cherches, même sur Google, tu tapes le nom d'un Pokémon Art, et ben tu vas tomber sur du première page sur du Fury Pokémon, mais genre très vite et sans faire exprès. Et ce qui est mis en avant avant tout, c'est la zoophilie non assumée de Pokémon, mais ça...
Oui, comme Gardevoir. Ouais. C'est ce que j'allais dire exactement. Le Gardevoir, le Pokémon le plus sexualisé. Métamorphe. Métamorphe, c'est un cas à part, c'est dans le gameplay. Je suis ce que tu veux. Tu veux dire que Métamorphe, c'est RP, c'est méta de baiser un Métamorphe. C'est son rôle. Quand tu vois c'est le Métamorphe, il s'accouple avec tous les Pokémon dans le jeu quand tu fais des œufs. Donc ça veut dire que c'est méta dans le sens où ça fait partie du gameplay du jeu Métamorphe. Tu vois ça. Et je vois trop la mise à jour du Pokédex, des Métamorphe, Pokémon type vaginette. Mais ouais, il y avait. On dirait une marque de savon. Juste pour le fun, on va relâcher un petit peu l'atmosphère. Quels sont pour vous les pires prétextes que vous avez vus pour légitimer une déviance dans un animé ou dans un manga? Non mais t'inquiète pas, j'ai peut-être le corps d'une petite fille, mais en vrai j'ai 26 ans. Ouais, voilà. Après tout, c'est qu'un chiffre, comme disaient certains. Ouais, mais c'est qu'un corps. Et je suis quand même pas attiré par ton corps, parce que désolé, t'as beau être mature, tu restes une gamine quoi. Ouais, voilà. Moi, tu me parles pas d'âge. Comment il s'appelle déjà Maid Dragon, s'il vous plaît? Shinomètre de Dragon, non, c'est ça. Merci, c'est ça. Dans Kobayashi Maid Dragon. Ah oui. Y a aucune déviance. Enfin, Non, alors, oui et non, parce que... Ah si, j'ai un exemple. Tu vois de qui je parle. Tu parles de la copine, la pote de... Merde, la dragon Loli. Elle a une amie qui est amoureuse d'elle, je crois, c'est ça. Voilà. Mais à part ça, Il y a une dragon Loli qui se pointe et qui a une poitrine. C'est ridicule. Elle a une poitrine qui est plus grosse que sa tête, t'as l'impression que c'est comme un tatou, elle pourrait se cacher dedans, quoi. Et en plus, son objectif, c'est de chauffer le perso pour dire « Ah là là, tu ressens rien quand tu vois ça, etc. » Et elle fait « Non, mais vous inquiétez pas, c'est un dragon, c'est un truc qui a forcément plusieurs centaines d'années. » Autant la Chine a tendance à censurer beaucoup trop facilement, autant ça a été marrant de les voir travailler là-dessus. si tu me dis les pires, je saurais pas répondre, mais je peux te donner 2 autres exemples qui utilisent un peu des biais comme ça. Enfin, je dis pas le pire, c'est ce que vous connaissez. Y a un exemple récent, alors même si j'aime beaucoup l'animé en soi, mais c'est Rising of the Shield Hero, où t'as la Raftalia, tu sais, au début elle est genre gamine, elle a 10 ans, et genre on explique que son espèce, comme par hasard, ils grandissent vite, donc tout d'un coup elle passe de j'ai 10 ans à j'ai 20 ans physiquement, tu vois. Ouais, gênant, hein. Je sais pas si, pour ceux qui l'ont vu. Oui, c'est gênant. Juste pour terminer, que leur monture c'est un gros poussin et que Pouce ça se transforme en gamine, tu dis ouais mais c'est pas zoophile ça un peu de se taper le poussin? Moi j'étais moyen fan aussi, alors je suis d'accord, ça faisait partie du délire et tout, mais moi j'aimais pas trop dans Darling in the Franxx les mecs qui pilotent des filles, qui pilotent des mechas. Oh. C'est-à-dire que la conduite de base, c'est tu t'assois dans ton siège et la meuf elle est à 4 pattes devant toi. Je te raconte pas le nombre de fan art qu'il y a sur ça. Alors, je dirais pour sa défense que ça fait partie des animés qui en fait genre t'as beaucoup de fanservice, genre les premiers épisodes, genre les 4-5 premiers, et après en fait t'en as quasiment plus. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est très vrai. Dans le juste là, au tout début un peu pour appâter un peu le mec lambda, tu vois. Le chaland, et ouais. qu'après, je regarderai Darling in the Franxx, j'aime beaucoup, et genre en fait du moment où il n'y a plus de fanservice, et finalement assez vite, en fait l'animé est vraiment cool. Et j'avais un autre exemple du coup de justification chelou, c'était dans Bakemonogatari. T'as la vampire. La vampire où elle te dit ouais, elle a genre je sais pas 1000 ans, puis en fait elle est dans un corps d'une gamine de 10 ans quoi. Donc c'était bon. Voilà, donc jusque là on a eu quoi? On a eu excuse. Ouais, ça c'était l'exemple que je donnais tout à l'heure. Oui, tu peux avoir l'âge que tu veux majeur dans ta tête. Mon corps à moi, il a pas à être excité par un corps d'enfant en fait. Qu'importe l'âme qu'il y a dedans, ça reste une enveloppe qui n'est pas attirante. Je sais qu'il y a un isekai qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai pas vu mais il était connu, c'était un mec qui s'est réincarné, un isekai à la con, mais il s'est réincarné dans un corps de bébé je crois, et puis du coup je crois il y avait une histoire où il pelotait des meufs et tout, mais vu que c'était un corps de bébé on disait ça passait quoi. Ouais. Je sais pas si ça vous parle. Non. Alors je sais pas, je me Mais souviens je pas de la vois, part- mais je sais un peu ressortir le nom. Ouais. Quelque chose ouais, mais voilà. Et justement, ça me donne envie de glisser sur un même sujet. Est-ce qu'il y a vraiment, à votre avis, une appétence du public japonais envers justement le tabou en général? Vu que la sexualité, c'est quelque chose qui est pas mal réprouvé et contrôlé par chez eux. J'ai un bon exemple. En tout cas, dans la jeunesse, est-ce que finalement, à force de le bloquer, est-ce qu'il n'y a pas un effet de retour du plus c'est interdit, plus c'est intéressant pour eux? Alors déjà, c'est compliqué de dire pour eux en parlant de toute une population parce qu'à mon avis, il y a de tout.
tout c'est généraliste, bien sûr. Voilà, comme le panel comme proposition est énorme, comme je disais tout à l'heure, que ça part vraiment dans tous les sens, donc tous les publics ont potentiellement une œuvre qui va les intéresser. Ouais, je pensais aux jumeaux dans Uran Love. C'est des jumeaux et leur offre sexuelle, c'est de flirter entre eux. Ça fait carrément le fétiche des jumeaux, mais en plus avec cet aspect... Et homosexuel. Bien sûr. Justement, j'allais venir avec cet aspect, un peu féminin, pas que, mais un peu féminin, du penchant pour le voyeurisme homosexuel, qui rejoint à côté. C'est le combo inceste plus jumeaux, qui, par exemple, pour donner un exemple, en Europe, s'était fait un peu connaître à l'époque de Tokyo Hotel, parce que ils étaient restés volontairement ambigus là-dessus, en popularisant le terme de twincest, c'est-à-dire d'inceste homosexuel. D'inceste entre jumeaux. Ouais, alors c'est inceste, c'est entre jumeaux et en plus c'est homosexuel, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'un de ces trois-là, c'est déjà un truc tabou. Voilà, qu'on parle de pédophilie, qu'on parle d'inceste, qu'on parle de relations extra-conjugales, parce que là aussi, évidemment, l'adultère aussi est mis en avant. Enfin, qu'on parle de tout ça, est-ce que finalement, l'interdit est-il si épicé qu'il doit devenir normal ? Disons que moi, les œuvres comme ça, alors les seules qui me dérangent pas, c'est-à-dire que ils sont frères et sœurs, mais d'un remariage. Donc c'est pas considéré comme frères et sœurs. Ouais, ils ont pas été éduqués en même temps. Ils se connaissaient pas. Donc ça me choque pas. Par contre, ils sont frères et sœurs et qu'ils ont une relation sexuelle, voilà. Qu'ils ont grandi ensemble, ils se connaissent depuis qu'ils sont nés. Voilà. Ça fait un peu le terme cousin-cousine, quoi. Cousin-cousine, ça... Bon, c'est peur que ça passe, mais... Ça peut être gênant, oui. Mais je dirais que selon les sujets, il y a certains que nous on va considérer comme interdits, mais qui ne le seront pas forcément du point de vue japonais. Ou moins grave. J'ai pas d'exemple à donner, mais je pense que... Entre sœurs, entre frères et sœurs. C'est ça qui m'intéresse, c'est de voir en fait où commence en fait l'échange et la mise en avant culturelle, où finit le tabou en fait. Non, parce je pense que... L'exemple des frères et sœurs domestiques Nakanojo, où les protagonistes ils couchent ensemble, J'ai vu ça. Et après ils apprennent que leurs parents vont se marier. Donc que techniquement ils deviennent frères et sœurs. Mais ils se connaissaient pas avant en fait. C'est un super bon animé, parce que en fait, tu crois que tu vas regarder un hentai à la con, et en fait, il prend le sujet, mais de manière réaliste et sérieuse. Pas en mode fantasme, ce que je veux dire. C'est vrai, c'est ce qui en fait une excellente œuvre, ce que Kedidia m'en avait rapporté d'ailleurs, à ce qu'on avait vu, c'est que c'est l'un des trop rares cas où la sexualité n'est pas abordée de façon complètement extravagante et insouciante. C'est vraiment une question d'expérience sexuelle. Enfin, ça, je serais prêt à montrer ça à un adolescent. Je pense qu'un adolescent... Oui, parce qu'en plus, ça reste très soft. Le héros, même si c'est censuré, pas dans le manga, mais dans l'animé, mais genre épisode 1, le gars, le héros, genre le cliché, il est plutôt machin, il couche avec une fille un peu au pif, et genre une semaine après, il apprend que c'est sa future belle-sœur. Mais c'est abordé d'une manière, on va dire, réaliste. Vraiment, ils se posent des questions, ils disent... est-ce que ça peut foutre le bordel par rapport à la relation de nos parents? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? C'est pas... Ils abordent vraiment les problèmes, genre qu'est-ce que ça implique dans le quotidien. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a une vraie mise en avant du problème de est-ce que ma sexualité, est-ce que mes actes sont un problème vis-à-vis de la société, ou est-ce qu'ils vont l'être? Alors que dans les autres cas, c'est juste un faire-valoir. On sait qu'on est frères et sœurs, mais c'est un peu pour ça qu'on va baiser, parce que c'est mal vu. Dans l'animé, t'as justement le héros qui couche avec sa belle-sœur qui est aussi sa prof, et du coup ça se sert à un moment dans l'animé, et du coup elle se fait virer. Toi, t'as une conséquence de l'acte en fait, tu vois. Parce que quand t'es prof, tu couches pas avec tes élèves. Voilà, et conséquences réalistes. C'est ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et franchement, quitte à parler de sexe dans des fictions, dans des romances, il faudrait que ça se passe plus souvent comme ça. Je suis pas contre le fait que ça parle de sexe, que ça apporte des tabous, mais au moins que ça soit réalisé avec responsabilité, pardon, je parle un peu comme un vieux con, mais que ça soit abordé de façon responsable. Tout le monde le sait, mec, ça, que t'es un vieux con. Oui, c'est pour ça que vous m'aimez. Non, mais dites rien, c'est bon. Une œuvre aussi qui est pareil, où c'est un élève qui a sa professeure un peu tyrannique et tout ça. Au moment où son père il revient, il dit écoute, je me suis remarié avec
une femme, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés, je t'en ai pas trop parlé. On se fréquente, tout ça. On se fréquente et tout ça, et donc ça y est, on va habiter ensemble, et devine quoi, t'as une sœur. Il fait, ok, bon, on verra bien la sœur, et il découvre que la sœur, c'est sa prof qui est un peu tyrannique, quoi. Qui a genre 26 ans, et lui, il en a 15 ou 16, tu vois. Ouais, ben voilà, ils ont moins de 10 ans de différence, quoi. Voilà, et le truc, c'est comme dans Domestic Nakauncho. Sauf que t'as la prof tyrannique, elle est d'un coup, elle s'ouvre comme une fleur, fait oh là là, j'ai toujours voulu avoir un petit frère et tout ça. Elle devient aimable et tout ça, quoi. Et finalement, au fur et à mesure des chapitres, tu vois qu'il y a une romance qui commence à se créer entre les deux. Ils se disent, finalement, frère et sœur, quoi. Mais ça a l'air pas trop mal, parce que c'est finalement, quand tu m'en c'est amené. Voilà, parce que quand on parle là, le titre, c'est pas comment j'ai baisé ma dominatrice de prof. Pareil, un peu comme Nakanojo, c'est le contexte qui fait que vis-à-vis de la société, comment on s'organise tout ça. Après, un prof qui est tyrannique à l'école et qui est tout doux à la maison, je pense qu'il y a énormément de profs qui sont comme ça, qui se prennent un rôle pour pas se faire bouffer par les élèves. Alors, j'ai d'autres sujets encore mis de côté. Sinon, je peux revenir un petit peu sur des sujets qui ont déjà été abordés. Sur, par exemple, le Fury qui glisse doucement vers quelque chose de dégueulasse, quoi, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Je pense notamment à Beastars, en fait, où c'est une romance qui passe par de la sexualité. Parce que, spoiler, la lapine n'est pas vierge, mais il n'y a rien qui est montré. Merci de ne pas me montrer des organes génitaux d'animaux, ça ne m'intéresse pas. Mais la romance entre les deux est super intéressante, c'est super doux, c'est bien amené, et il n'y a pas que ça non plus, mais c'est abordé. Et en fait, j'aime beaucoup cette œuvre pour ça. Et quand je cherche ensuite Beastars sur internet, et bam, je tombe sur des trucs dégueulasses. J'ai pas envie de tomber sur ça. Avec Beastars, ça me fait penser à la fameuse règle, tu sais, la Rule 34, tu sais, ou le même des Rule 34 artistes qui, genre, à la seconde où t'as un personnage qui sort sur internet, genre dans l'heure, t'auras tout de suite des fanarts porno dessus. Oui, c'est vrai. Ah, ça se prouve rien qu'avec. Je sais pas si vous avez connu à un moment, il y avait Samsung qui avait sorti une. Je crois que c'était. Ah oui, et genre, peut-être une semaine ou 3 jours après, il y avait déjà des fanarts sur Rule 34. Ouais, ou juste quand il y a eu le trailer du dernier Kirby, j'ai vu le boss léopard avec des traits féminins à grosses cuisses, et là j'ai fait oh non, oh non, internet s'il te plaît, non. Ou encore Alcina Dimitrescu, tu sais, la vampire. La vampire dans Resident Evil 8 par exemple. Il y a des gens qui sont très très rapides. Hein. J'ai vu la bande-annonce de Star Wars épisode 7, je crois. Juste la bande-annonce, et à l'avant-première, les gens étaient déjà cosplayés. Mais comment vous avez fait ça ? Le film est pas encore sorti. Alors, je revois un petit peu tous les sujets dont on a parlé. Est-ce que les corps idéaux dans les animés ont réussi à atteindre l'imaginaire collectif européen ? Ah ben voilà, ça c'est une question, je peux le dire. Oui, je le pense. Instagram. Bah oui, mais parce qu'en fait, toutes les représentations de corps, que ce soit Instagram, que ce soit les magazines, que ce soit le cinéma occidental ou les mangas japonais, à partir du moment où on est confronté à une image et que c'est un héros, on essaye de ressembler à ce héros. Et donc, il y a Kratos, on essaye de ressembler à Kratos, mais bon, il y a les hentai, on essaye de ressembler au hentai. Je sais pas, enfin. De façon occidentale, je pense pas. Alors Kedidia, elle souligne un point intéressant, parce que en effet, il y a le héros et sa fiction, mais il y a aussi une esthétique, et quand je pense à la banalisation des streameuses, etc., qui sont obligées de s'hypersexualiser sur fond de Aegao et compagnie... Exactement, entre autres. Est-ce que finalement, c'est pas ici une conséquence de cette rencontre culturelle ? En gros, on a envie d'avoir une waifu vraiment exceptionnelle et que on ressemble pas vraiment au personnage d'un manga, quoi. On voudrait tous ressembler à JoJo's Bizarre, vraiment en position vraiment badass, super cool, mais quand tu regardes un las, tu ressembles plus à Bibendum après plusieurs fûts de bière, quoi. Oui. Si tu savais le nombre de JoJo poses que j'ai déjà essayé de refaire. J'ose croire.
force est de constater que ça a quand même réussi à atteindre l'imaginaire collectif, là, qui est relié du coup à la sexualité, on va dire la sexualité collective actuelle, parce que c'est pour ça qu'il y a une explosion des e-girls et du marché des e-girls. C'est par rapport à cette image de la waifu, de l'idéalisation féminine, et aussi de la misère sexuelle. Est-ce que, à votre avis, la misère sexuelle est un moteur des mangas? Pas des mangas, mais des hentai, oui. Non, parce que tu vois, j'étais en train de me dire, je pense qu'on essaye de ressembler aux représentations qu'on a depuis les enluminures dans les livres. Je veux dire, à partir du moment où il y a une image, on essaye de ressembler à cette image à partir du moment où il y a un héros dans le village, sans même qu'il y ait forcément de médias. On voit le héros, on essaye de ressembler au héros. Ça pourrait être Gaston dans le village de La Belle et la Bête, quoi. Tout le monde veut ressembler à Gaston au bout d'un moment parce que c'est le plus fort, le plus beau. Et là, la misère sexuelle, par contre, c'est un autre sujet. Et justement, je voulais rebondir là-dessus. Tu parlais tout à l'heure que la misère sexuelle est vachement plus masculine. Ce que j'en pense, et un petit instant féminisme, la misère sexuelle des hommes est acceptable parce qu'un homme a une vie sexuelle. Et donc, s'il n'a pas de vie sexuelle, c'est pas un homme. Donc, on atteint sa masculinité. Alors qu'une femme, elle n'a pas à avoir de misère sexuelle parce qu'elle n'a pas à avoir de sexualité. Hein, retourne dans ta cuisine. Si tu veux avoir des enfants, à la limite, tu peux avoir une sexualité, mais sinon, non. Et du coup, il y a beaucoup de femmes, à mon avis, qui ont de la misère sexuelle, mais qui n'en parlent pas. Parce que c'est moins accepté. Tout le monde est perd dans le change, parce que même les hommes, finalement, t'as ceux qui vont se dire zut, moi genre j'ai pas de copine machin, donc je suis pas un vrai homme, et t'en as qui vont mal le vivre aussi dans ce sens-là. Ah bah totalement. Les stéréotypes du genre, c'est bon ni pour les uns ni pour les autres. C'est vrai que j'ai un petit peu dérapé sur ce sujet-là parce que il y aurait tout un autre débat qui s'aborderait autour de la misère sexuelle en général. Même si je repousse un peu la question sur est-ce que c'est un moteur de l'apport d'une partie de la culture nippone par chez nous, seulement le hentai. Mais justement par rapport à cette bâtardisation qu'on retrouve dans les genres, genre un petit peu à la fairy tale, ces shonen un peu hypocrites, ces romances un petit peu hypocrites où on va te montrer de la belle action, de la belle aventure, mais quand on sait pas quoi placer, mettez des seins, mettez des culs en premier plan, ça ferait attendre. Des filles en bikini. Voilà, les filles en bikini ou les mecs torse-poil taillés dans du métal. Est-ce qu'on ne pousserait pas souvent des mineurs à fantasmer sur des personnages qui sont ensuite librement dérivables sur ce réseau qui peut être à déviance qu'est Internet? Alors, et encore une fois, la question était trop longue. J'y ai pensé. Alors, je sais pas si je vais répondre à ta question directement, mais je dirais, ça rejoint un certain point, c'est le côté, on pourrait se dire pourquoi le hentai par exemple a autant de succès dans le monde, parce que d'ailleurs, quand on regarde les Pornhub, quand ils publient leurs chiffres, on voit que le hentai c'est la catégorie la plus regardée au monde sur leur site. Chaque année ils publient des stats, c'est une info, et donc on voit et on se dit pourquoi, et je pense que on a un peu répondu tout à l'heure, c'est le côté que, étant donné que je dirais, le porno occidental est assez quadrillé, assez classique, je pense que t'as des gens qui ont codifié, oui, je vois, ouais. Des mecs qui ont des déviances ou fétichisme, et que dans le porno japonais, qui est beaucoup plus diversifié, ils vont se dire, ils vont trouver des choses qu'ils ne trouveraient pas chez eux, et je pense que c'est pour ça qu'il y a dans le côté, porno animé japonais. Ah, mais je parle en général, je pense que il y a beaucoup de gens qui se disent c'est trop bien, en gros, quand ils découvrent au début le porno japonais, ils se disent ils trouvent des choses qu'ils ne trouveraient pas dans le porno de chez eux. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Ouais, en fait c'est pour ça que je précise le porno animé, parce que je sais que quand je tombe sur des scènes de viol, parce qu'ils mettent en scène des viols entre personnes réelles, ça me donne envie de vomir. Genre vraiment, non, je veux pas voir ça. Et une scène de viol dans un hentai, je me dis, c'est des dessins. Enfin voilà, c'est un personnage. C'est pas quelqu'un qui est vraiment en train de souffrir, tu vois. Et tu dis ça passe donc mieux, n'importe quelle déviance passe mieux en dessin. Ouais. Après, moi perso, ça fait vomir autant en animé qu'en vrai. Donc, bon. Pareil. En effet, je dis pas que c'est plus acceptable, mais oui. Le fait qu'il y ait un accès à une culture, à un culte des personnages et de leur corps, qui est en plus accessible par Internet, pour un public qui est souvent jeune, est-ce que c'est dangereux à moyen ou long terme? Parce que les jeunes ont besoin de repères. Il y a qu'à voir... Les enfants
les enfants sont pas cons, j'ai envie de dire, s'ils ont envie de trouver quelque chose, ils vont trouver, malheureusement. Mais après, du coup, c'est vrai que ça c'est difficile en tant que parent, faut réussir à un peu se mettre au milieu, et essayer de prévenir, mais pas interdire, enfin c'est toujours compliqué, ouais, de l'accessibilité du porno sur internet. Je pense que pour n'importe quel parent, c'est compliqué de se placer, mais je sais pas. Et Après, voilà, ils sont forcément impressionnables. Si on a envie de tomber dessus, il tombera dessus un jour, quoi. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut peut-être pas mieux prévenir en expliquant que ça existe ou pas? Je sais pas, c'est vrai que c'est jamais évident comme chose. Là, ce que je comprends de la question, c'est il te montre des images comme ça. Est-ce que ça influence? Moi, j'ai envie de te dire, c'est l'essence même d'un enfant. Un enfant est forcément... Enfin, un enfant, je parle jusqu'à la majorité sexuelle mentale, hein, on va dire ça comme ça. Donc même adolescent, on reste très impressionnable, en recherche de repères. Et donc, forcément, tout ce qu'on va avoir accès va forger notre façon de réagir et nos envies, peut-être même. Ouais. Il paraît que les fellations ou autres relations génito-buccales, en fait, on n'en parlait quasiment pas à la génération d'avant. Et maintenant, c'est une question récurrente des adolescentes. Comment en faire une? Avant, c'était comment on faisait les bébés, maintenant c'est carrément comment faire une bonne pipe. Ouais. C'est le terme. Je pense que c'est un des problèmes du porno en général, c'est le côté qu'en fait, oui, si ça va créer des modèles, des archétypes, et je sais pas, imaginons, t'as un gamin de 15-16 ans qui découvre le porno sur internet. On va lui montrer, surtout de l'américain, ou qui va montrer, je sais pas, des schémas de dominance ou de genre l'homme qui va dominer sur la femme, ou le côté waouh, il va faire 30 minutes. Du coup, en fait, oui, forcément, le gamin qui connaît pas tout ça, le vrai sexe, et ça va lui créer des complexes. Il va se dire ah ok, donc du coup quand je baise, il faut forcément que je domine la femme, il faut forcément que je tienne 30 minutes, alors que c'est pas la réalité en fait. Et du coup ça a créé des influences comme ça. Et je pense que oui, le problème de féminisme, enfin de rôle de la femme, des sexualisations de la femme, il y a un rôle qui est joué mal à cause du porno en général, quoi, qui continue de véhiculer ça. Alors ça, c'est avec le porno américain où on a comme ces archétypes-là de dominance, etc. Donc on va avoir des archétypes comme ça, mais t'imagines dans un pays où les archétypes, c'est la gamine de 6 ans qui chauffe son prof, on s'imagine bien que du coup, la construction sexuelle des personnes qui ont accès au hentai va pas être la même que ceux qui ont accès au porno américain, quoi. Surtout comme, quand je disais tout à l'heure, quand on en vient à bâtardiser les genres pour, par exemple, du shonen, donc pour du prépubère, avec des tendances au ecchi ou au hentai soft, donc une approche sexuelle d'œuvres faites pour les mineurs. Je me souviens très bien à l'époque que moi je faisais des forums RP sur des trucs de monstres, etc. Et puis parfois, il y avait un mec qui venait juste pour faire du porno Sonic, avec des personnages de Sonic. C'était là, ouais, d'accord. Si dans les années 2000, je me disais, putain, est-ce qu'on peut regarder, je sais pas, des trucs de cul avec des personnages du quotidien, parce que justement, dans la série, il y a déjà eu pardon pour le terme, un teasing par rapport à ça. Oh là là, on la voit beaucoup sur la douche, on la voit beaucoup en bikini. Machin, il a fait quand même beaucoup d'allusions. Oh là là, il se met souvent torse nu, j'aimerais bien en voir plus. Est-ce que cette approche... Voilà, est-ce que cette approche n'est pas un peu dangereuse? Est-ce qu'elle encouragerait pas une sexualité peut-être précoce pour certaines cultures? Et j'utilise volontairement le terme précoce parce que on pourrait même parler de trop tôt. Est-ce que c'est bien approprié? Pas bien le porno de Sonic. So fast. Alors précoce, oui, je pense que oui, en effet, elle est accessible de plus en plus tôt. Ouais, mais c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai la trentaine passée, Beastars, je trouve ça super mignon, j'aimerais voir des fanarts du loup qui fait un bisou sur la joue à la lapine, je trouve ça adorable, mais je ne fais pas de recherche sur Beastars. Parce qu'il faudrait que je mette mon contrôle parental avant ça. Pour finir, parce que je pense qu'on va en rester là-dessus, est-ce que vous avez des œuvres qui vous ont marqué par rapport à ça, par rapport au sujet qu'on a abordé? Tout à l'heure, ça a sorti du Bible Black, Boku no Pico, etc. Est-ce que vous aimeriez attirer l'attention, que ce soit en bien ou en mal, sur certaines œuvres par rapport à ça? Alors oui, alors en réalité, je vais commencer. Il y a des œuvres, alors je vais dire hors hentai, je vais dire quand même
je vais les catégoriser. Il y a des œuvres qui sont hors hentai, qui sont vachement bien faites, qui a une romance où elle va arriver petit à petit, et d'autres qui arrivent assez brusquement, mais qui sont déjà présents. Il y en a une où c'est récent, il y a deux animés qui sont récents. Il y en a un, c'est... je retrouve le nom, c'est Kawaii Dake Janai Shikimori-san, où on a Alors, c'est vraiment une histoire où c'est un couple de lycéens, ils se connaissent, où t'as la fille, elle est un peu badass, et t'as le garçon qui est vraiment pas boulé, mais qui est toujours machin. Tu me rappelles quelque chose qui, en effet, il y a cette dernière romance là, qui est sortie, que je trouve enfin très sympa et très rafraîchissante. Je me demande si c'est pas celle-là. Oui, c'est celle-là, c'est la fille, en fait. La fille a un rôle, en tout cas, elle a un code dit de gentleman. Voilà, c'est ça. Elle a un code de gentleman, alors que le mec est, pour ainsi dire, une chiffre molle. Je trouve ça tellement plus attirant, tellement plus intéressant que tout ce qui s'est fait pour moi ces dernières années. Voilà, mais c'est ça qui m'a vraiment impressionné dans l'ordre. Je me dis, enfin un côté inverse, enfin ça c'est classe. La fille est sérieuse, elle est sérieuse, mais elle est féminine quand même. Le truc se foirerait, je pense que l'œuvre se foirerait complètement si on en venait à, et malheureusement je pense qu'Internet risque de le faire à un moment ou à un autre, à l'erreur suprême où ce serait juste une inversion des rôles, où le garçon ferait la fille et la fille le garçon. C'est pas ça l'idée. C'est qu'on soit dans un perso de fille forte et mesurée, contrôlée, avec un rôle de garçon qui peut être un vrai personnage, mais qui serait finalement plutôt dominé. Et là, on en viendrait enfin à un rôle, une construction de scénario qui serait beaucoup plus rafraîchissante que n'importe quelle romance, hentai ou quoi que ce soit qu'on aurait pu voir pour moi ces dernières années. D'ailleurs, en commentaire, n'hésitez pas à proposer des œuvres ou quoi que ce soit là-dessus. Et ensuite, il y en a une autre d'œuvre qui fait un peu Roméo et Juliette, où c'est un peu dans le contexte Power Rangers, si tu veux, qui est aussi sorti récemment, quoi, et d'ailleurs, il y a la suite, où voilà, c'est le Power Ranger rouge qui tombe fou amoureux de la méchante, la grande faucheuse de la team du mal, et que finalement il se retrouve à avoir plein de points communs. Oui, j'ai vu un extrait, ça avait l'air marrant, c'est le super-héros qui tombe amoureux d'une super-vilaine. Voilà, c'est Koiwa Sekai Seifuku no Atode. Ok, faites vos recherches vous-même parce que les noms sont flingués. Mais vous voyez l'idée, et je pense qu'il y a pas mal moyen de rafraîchir la liste par rapport aux romances actuelles, parce que je pense qu'on a fait le tour de la queeneuse de lycée qui fait l'innocente et qui tourne dans le placard à balai, le bouffon un peu candide monté comme un cheval. Ça commence à bien faire, je suis quand même content de voir des rôles un peu modifiés. Moi j'attire votre attention sur, moi c'est l'une des œuvres majeures l'une des œuvres de romance qui m'a le plus marqué, c'est Orimonogatari. Enfin, le héros est un gros type moche. Rien que pour ça, ça me plaît pas mal. C'est un grand gorille, le gars. Oui, tout à fait. C'est mon épisode de la Saint-Valentin. Je vous inviterai à le voir. Et la fille est une petite adorable. Elle fait un peu penser justement à la fille de Madress of Darling, mais surtout, elle est pas complètement passive. Elle a des pensées, elle a une sexualité, elle a des prises d'initiative. On est sur un gros lourd qui est en fait surpuissant, mais bienfaisant avec son entourage, qui fréquente le beau gosse du coin, son meilleur pote, et forcément, quand une fille leur tourne autour, ils s'imaginent qu'elle veut forcément flirter avec le beau gosse, mais non, c'est avec lui qui veut. Et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, j'ai longtemps vécu, parce que, je suis un peu grand, un peu large, et c'est tellement inconcevable que quand quelqu'un s'intéresse à toi à ce moment-là, tu dis, soit je me trompe, soit elle a un pet au casque. Et là, non, même pas. On est vraiment sur, c'est pas non plus la révolution du siècle, mais on est sur, pour moi, l'une des meilleures romances sorties ces dernières années, en tout cas au niveau originalité. Et après, on rejoint finalement les stéréotypes dont on parlait tout à l'heure. On a des archétypes de beau gosse à qui il faut absolument ressembler, et en fait, ce genre d'œuvre où le héros finalement a un autre physique, ça est rafraîchissant aussi pour ça. Sans aller dans l'anti-grossophobie ou quoi, hein, mais juste, on a tous différents.
Ouais, c'est ça, c'est que ça prend beaucoup les normes à contre-pied, et on se retrouve avec une jolie fille qui sait ce qu'elle veut, et qui en plus est sympa, ouverte, et compréhensive, et un type qui est un grand balourd sympa, et qui en plus tombe souvent dans les quiproquos, parce qu'il n'a pas du tout confiance dans son physique et sur séduction. Enfin voilà, c'est Oremonogatari, je vous recommande encore le zoom que j'ai fait là-dessus, il est adorable. Est-ce que quelqu'un aurait une autre romance, ou peut-être un autre œuvre de sexe autre que Red, parce qu'il va nous sortir sa bibliothèque? Non, un dernier, et j'arrête comme ça, je laisse. Il y en a une d'œuvre qui est comédie romantique, mais qui est limite hentai. Peut-être que tout le monde va connaître, qui est My Girlfriend is Shobich. Je sais pas si tout le monde connaît. Oui, tout à fait, mais c'est pas grave que ça soit hentai ou pas, hein. Vous pouvez recommander du hentai, y a pas de raison. D'ailleurs, je vous y encourage, si vous connaissez un bon hentai, balancez ici. Hein. Non, mais ensuite, voilà, c'est juste celui-là où de temps en temps j'aime bien me le regarder parce que c'est super dans le coin, franchement. J'aime bien, c'est toujours les blagues salaces. Ah là là, il fait parler de sa banane et tout ça, alors qu'en fait, c'est la gonzesse qui pense à ça, alors que lui, tout ce qu'il pense, c'est pur, c'est naturel, quoi. Par exemple, voilà, il fait sa déclaration, je t'aime et tout ça, et le premier truc qu'elle lui répond, t'en fais pas, j'apprendrai toutes les positions du Kama Sutra. Elle fait, pardon. Spoiler, il y a un hors-série sur les hentai en approche d'ici, dans un temps indéterminé, et totalement pour le travail, parce que je peux le dire. J'ai dû me pencher sur un hentai qui était fort sympathique et qui en plus s'est vraiment tourné sur le scénario et que j'ai trouvé, je sais pas comment dire ça, très féminin. Mais vraiment, je pense qu'on peut être sur un hentai féminin où... Tu as mis le doigt sur quelque chose. Oh ouais, c'est bon. Merci pour le quota. Je crois de tête que ce devait être un titre comme My Childhood Friends et The Firefighter. C'est dans mon anglais de merde, ça donne Mon ami d'enfance est un pompier. Et forcément, c'est une fille qui retrouve son ami d'enfance qui depuis est devenu pompier. C'est un grand type baraqué, le fantasme du pompier. Il se le tape. Et même la scène de sexe sont pas vénère, mais c'est hot, hein, mais c'est pas du gros sale. C'est pas hardcore. Voilà, mais il y a du bon, pardon de le dire, il y a du bon sexe. Je crois qu'il y en a 2 fois. La première fois, c'est oh là là, on a un peu fait ça sous le coup de l'accident, et à la fin, on fait ça sérieusement avec la déclaration d'amour, et ils partent la main dans la main. Et entre temps, bah t'as eu du bon cul qui claque, tu vois. C'est romance avec sexe au milieu. Voilà, point barre. C'est pas plus compliqué que ça. Vie, quoi. Voilà, exactement. Les hentai qui font un peu, c'est juste le reflet de la vraie vie, de la vraie sexualité, ça c'est bien, y a pas de problème, quoi. Alors qu'à côté de ça, je suis tombé sur une autre œuvre, pardon, et là j'ai du mal à appeler ça œuvre, je n'ai pas le terme, et j'aurais pas envie de vous le donner même si je l'avais, je n'ai pas le nom, c'est un gamin qui surprend, je crois que c'est sa sœur, qui surprend sa sœur en fait en train de se prostituer sur le net. En fait, c'est une meuf qui se prostitue, qui se filme sur le net. Donc ça devient vraiment une salope de compète, hein. C'est vraiment elle a un OnlyFans, quoi. Voilà, mais en gros, elle se filme vraiment en train de se faire tourner. C'est le sac à jus de la ville, mais c'est considéré comme une pute de luxe, voilà, à fond. Je crois qu'elle l'achète, entre guillemets, enfin je crois qu'elle abuse de lui ou elle le chauffe. Et le gamin, en fait, à la fin, est tellement détruit mentalement. Il est détruit mentalement, il a les cernes sous les yeux et tout, que à la fin, il y a un bruit de sonnette, une porte qui s'ouvre, une jolie fille qui lui ouvre en petite tenue, et tu comprends que cette jolie fille, c'est lui, c'est-à-dire qu'il est tellement détruit mentalement qu'il est devenu comme sa sœur. Ça me rappelle une œuvre, ça. Oui, mais voilà. La destruction mentale par le sexe... Non merci. Tu tombes dessus une fois ou deux, mais ensuite laisse tomber. Et là, d'autant plus quand c'est un membre de la famille qui devient tellement atteint par les crasses que tu fais qu'il finit par t'imiter. Et tu vois qu'il est pas heureux en fait. Il est juste, il a un sourire, mais tu vois qu'en fait le gamin il est ravagé, quoi. C'est-à-dire qu'il profite de son physique de gamin pour se faire passer pour une jeune fille. Voilà. Ça me rappelle une œuvre. Non, Red, c'est bon. C'est où c'est 2 frères qui se chamaillent et ils souhaitent que l'un et l'autre, chacun de leur côté, ouais, j'aimerais bien que tu te transformes en fille pour t'en prendre plein la gueule et tout ça. Et le lendemain, oh putain, on se transforme en fille, mais qu'est-ce que t'as dit? Hier j'ai souhaité que tu te transformes en fille parce que tu me faisais chier. Et l'autre il fait, mais j'ai fait pareil, enfoiré. Et voilà quoi, Ouais, c'est l'éternel.
C'est un genderbender. Ouais, voilà, c'est l'éternel... ce que les Kiku appellent l'éternel gender swap, l'échange de sexe, hein, on va plutôt dire. Ce qui est pas toujours... ce qui est quand même un surusé, mais qui est quand même pas mal utile dans l'idée de mets-toi à ma place quand même, histoire de vivre les choses à ma façon. Le problème, c'est que c'est souvent une excuse à du salace, quoi. Bon, voilà. Est-ce que Exalt, Renen ou Kedi, vous auriez, ou Akage surtout, est-ce que vous auriez des œuvres comme ça à souligner en bien comme en mal? On en a déjà parlé, mais moi, Domestica no Joe, je le recommande justement pour un contre-pied avec ce qu'on pourrait s'attendre. En fait, quand tu lis le synopsis et quand tu regardes la jaquette de l'animé, bah tu t'attends, voilà, en fait, t'as pas du tout ce que tu t'attends voir, en fait. Et moi, je le conseille, voilà. Tu as tout à fait raison. Je le recommande aussi, Domestic no Kanojo. Au moins pour sa façon d'aborder le sujet de façon bienveillante. En tout cas, de façon sérieuse. Sérieuse, ouais, c'est ça. Exalt ou Renan? Moi, je pense à un truc, mais après, c'est pas vraiment un manga à proprement parler. C'est l'adaptation de Castlevania sur Netflix. D'accord. Pourquoi ça? Quand on voit... Parce que c'est de la saison 3, il y a un certain épisode avec Alucard. La scène de cul... Ah oui, la double scène de cul en parallèle. L'un dans la cage et l'autre dans le lit. C'est ça. Effectivement, quand il y a tout le lore d'Alucard qui est en train de se briser en quelque sorte, à cause de ça, c'est... Enfin, pour ma part, c'est ça, quoi. Vraiment, Alucard, pour moi, c'est une grande image et tout ça, c'est éloquent, c'est tout ce que tu veux, mais quand justement il y a ce passage-là, je me dis, putain, quoi. Ce passage est très gênant et je sais même pas si c'est fait exprès. Je pense, hein, à mon avis, c'est Netflix qui a voulu être dans la norme. Enfin, je sais pas si c'est en collaboration en quelque sorte, mais... parce que en fait, effectivement, juste Alucard qui enseigne parce qu'il veut combattre les vampires, il veut combattre le mal, alors il tombe sur des gens qui veulent affronter le mal aussi, et puis le temps de leur apprendre 2-3 tours de passe-passe, finalement ça commence à partir dans un plan à 3 très équitable. On peut considérer que si explicite. Voilà, si Alucard est androgyne, dans ce cas-là, il se tape une meuf racisée, un mec racisé, tout va bien. Et puis en fait, c'était des assassins, lol, il est vilain. Encore, tu vois, je me dis que ça me dérangerait pas si c'était un personnage lambda et tout ça. Enfin, un autre truc, tu vois. Quelque chose d'original, mais l'adaptation de Castlevania, quoi. Ouais, c'était... Enfin voilà, c'était dispensable. En fait, j'avais l'impression qu'il fallait lui faire vivre quelque chose de plus, et c'était pas... C'est ça. Juste montrer qu'il était détruit... Ils étaient pas capables de montrer qu'il était détruit psychologiquement, alors il fallait qu'il se prenne un râteau. Manga aussi que j'ai vu très bizarre... disons que j'aime bien regarder des mangas qui ont tendance à passer, les découvrir par moi-même. Et il y en a un qui s'appelle Redo of Healer. Ah, Redo of Healer. Les bails. Ouais, c'est quelque chose. Ah, la légendaire scène. Oui, il n'y en a pas qu'une. Oui, c'est le thème principal, d'après ce que j'ai compris de l'animé, mais... en effet, dedans, si vous voulez voir la meilleure bifle de tous les temps, là, elle est formidable. En tout cas... De ce que tu dis, Red Healer, la meilleure scène, c'est lorsqu'il se venge et qu'il lui craque tous les doigts, et il fait « Ah, quel dommage, t'as crié, il faut qu'on recommence tout à zéro », et il recommence. Ça, qu'est-ce que... Je le voyais, il fait « Oh oui, vas-y, continue, c'est exaltant, c'est... » Ça me fait penser à ces films d'horreur qui sont La dernière maison sur la gauche, ou comme l'était un peu Kill Bill. Tu sais, c'est ces films de vengeance où, en fait, à l'origine, c'était un film d'horreur, mais ça devient un film d'horreur inversé, où souvent, c'est la victime qui vient se venger, qui devient le monstre de ses bourreaux. Et là, d'après ce que j'ai compris, c'est le soigneur du groupe qui, là, va se venger de des connards, en fait. C'est un peu marrant, un peu tordu et un peu marrant. Voilà, c'est un sandwich pour moi. C'est un peu marrant, un peu tordu. T'imagines si tous les c'est spécial, c'est vraiment... comme ça. Et c'est super poussé, quoi. Vraiment, c'est... Ouf. Faut être prêt, hein. D'accord. Faut être prêt quand on voit ça, franchement. Ah, je note. Est-ce qu'on a d'autres recommandations? On a fait le tour? Non. Parfait. Eh bien, sur ce, ça aurait été un peu plus court que prévu, et c'était court, mais c'était bon. Sur ce, je vous remercie tous sincèrement pour votre apport. Merci aux viewers, à tous ceux qui sont passés. Merci à Henri Krakod, Astrum, Driss et tous les autres. Je vous fais de gros bisous, savourez bien votre café, votre dimanche,
et paix et l'office sur vous. Ciao. On dit tous au revoir au stream, Au allez. revoir. Au revoir. Au revoir.